toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On va démarrer cette deuxième plénière de l'après-midi sur le thème donc, du commerce international. Le monde change très vite, le commerce international change très vite aussi. On dit régulièrement qu'il est mort, mais il rebondit. Il fait quand même x2 en 20 ans, c'est pas si mal. Il se transforme aussi en nature. Il est un petit peu plus basé sur l'implantation, il est un peu plus basé centré sur l'Asie. Il exporte plus de services, il se transforme beaucoup, très vite. Et c'est important de comprendre comment on peut profiter de ces transformations pour regagner des parts de marché et regagner de la balance commerciale. Et c'est ça un peu qu'on va essayer de traiter avec les intervenants de cette session. Je vais d'abord, va nous rejoindre d'abord le ministre Olivier Becht, qui devrait nous rejoindre par visio depuis son ministère. Donc moi, je le vois. Je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez, mais je suis là. Alors là, il y a une petite séquence, mais on va vous voir à l'écran dans 2 minutes. Je vais appeler en parallèle donc, Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI, à me rejoindre sur scène, ainsi que Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. Voilà, je pense qu'avec ça, nous avons là des observateurs et des acteurs de l'accompagnement et des entreprises internationales, et aussi des observateurs de la transformation du commerce international. Alors pour démarrer, je voudrais laisser la parole d'abord au ministre et lui demander de faire un peu un aperçu de son analyse de la transformation de ce commerce international dans les dernières années et de l'action qu'il entend mener. Notamment, récemment, il a présenté donc un plan d'action export dont il va nous parler. Mais d'abord, comprendre peut-être un peu la lecture qu'il fait des transformations rapides dans lesquelles s'engage ce commerce international en ce moment. Monsieur le ministre, si vous nous entendez, c'est à vous la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, juste un petit check pour vérifier si vous m'entendez bien. On vous entend très bien, fort et clair. Formidable. Bien. Alors d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être physiquement parmi vous cet après-midi, ce qui était prévu à l'origine avant que le président de la République ne convoque pour toute la matinée, encore jusqu'au début d'après-midi, un séminaire gouvernemental. Voilà, mais je tenais évidemment à être présent avec vous et j'espère que cette visio le permettra, et permettra au mieux nos échanges. Alors, d'abord, un mot sur l'analyse que vous me demandez sur le commerce international. Si vous voulez, en 2 mots, nous ne sommes pas dans une démondialisation, contrairement à ce que certains pourraient dire. On n'a pas une démondialisation des échanges. Nous allons continuer à avoir un rythme soutenu d'échanges internationaux, même si les formes peuvent varier et que, notamment vis-à-vis de la Chine, on est de plus en plus sur des opérations de dérisking, on est davantage sur ce qu'on appelle du nearshoring ou du friendshoring pour un certain nombre d'États occidentaux, mais on continuera à avoir un commerce soutenu, y compris d'ailleurs avec la Chine comme base de production. Mais en parallèle, le commerce international s'inscrit lui-même dans un contexte qui est un contexte international qui est marqué à la fois par une plus grande brutalité, confère la guerre en Ukraine, confère ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays d'Afrique, confère également les tensions géopolitiques qu'on peut avoir en Asie de l'Est. Et cette plus grande brutalité s'accompagne par ailleurs d'un retour plus marqué de l'unilatéralisme dans les enceintes qui sont les grandes organisations internationales. Bon. Pour faire simple, là où autrefois on essayait de se donner des règles à travers l'OMC, nous sommes aujourd'hui dans quelque chose de différent. Chacun agit de son côté en marge des règles du jeu. C'est le cas évidemment des Chinois avec des subventions massives sur un certain nombre de leurs productions pour essayer de gagner des monopoles de fait sur certains marchés. Et de l'autre côté, de nos amis américains avec l'Inflation Reduction Act qui lui aussi s'est positionné, on va dire,
au moins pour 200 milliards de dollars de subventions, totalement à côté des règles de l'OMC en exigeant un contenu local pour bénéficier des dites subventions. Donc tout ça nous amène dans un monde qui est plus compliqué, mais dans lequel on va continuer à faire du commerce, et du commerce qui passera, c'est important de le souligner, encore longtemps, même si le commerce, enfin les commandes, le B2B et parfois même le B2C passent de plus en plus par l'Internet, la réalité matérielle continue de passer par la mer. Voilà, et pour à peu près 90% du commerce mondial, et c'est important de le rappeler, notamment parce que ça contribue à l'analyse géopolitique qu'on peut se faire des choses. Donc ça, si vous voulez, c'est pour répondre à votre question, quelle est l'analyse qu'on fait de la situation actuelle? On va continuer à faire du commerce, ce sera encore un commerce mondial, il sera un peu différent, et le vrai sujet, c'est surtout le respect des règles du jeu, ou comment est-ce qu'on peut arriver à commercer dans un monde où certains ne respectent plus. En ce qui concerne la France, en ce qui concerne la France, si vous voulez, moi, ma conviction, et qui est aussi d'ailleurs mon ambition, c'est que la France peut et doit redevenir les atouts. Voilà, nous avons décroché maintenant depuis 20 ans parce que nous avons en grande partie désindustrialisé notre tissu économique. Et puis, nous avons, moins depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup pâti de la crise énergétique, et notamment l'année dernière de la maintenance que nous avions sur nos centrales nucléaires, ce qui a expliqué notamment le quasi-doublement de notre déficit de la balance des biens. Bon. Enfin, ma conviction intime, c'est qu'on peut arriver à retrouver un équilibre d'abord de la balance courante, c'est-à-dire de nos échanges avec le monde. On peut y arriver, et je pense, à moyen court terme, notamment en redressant la balance énergétique, ce qu'on est déjà en train de faire, et en portant nos PME à l'exportation, qui, lui, est le troisième volet, après l'énergie et la désindustrialisation, voilà, qui explique notre déficit commercial. Pour donner un chiffre, même si il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années grâce à la Team France Export, que je voudrais encore une fois féliciter et remercier. Nous sommes passés de 125 000 à 150 000 entreprises exportatrices, mais ça reste encore très inférieur à ce que font nos amis italiens, qui sont à 200 000 et quelques entreprises exportatrices, et par exemple à nos amis allemands, qui sont à 300 000 entreprises exportatrices. Bon. Alors la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à remonter cette pente-là et à pousser davantage nos PME à l'export. C'est le cœur du plan Oser l'export que nous avons présenté la semaine dernière et qui repose en réalité sur 3 volets. Je vais vous les présenter très brièvement. Le premier volet, en fait, c'est investir dans l'humain et dans les territoires. Pour faire en sorte que nos PME aillent d'abord à l'export, c'est changer l'état d'esprit, la culture même du chef d'entreprise qui pense souvent qu'aller à l'export, c'est risqué. Bon. En réalité, dans le monde que j'ai décrit tout à l'heure, ce monde de choc de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus brutaux, choc sanitaire avec la pandémie, choc géopolitique avec la guerre, choc inflationniste, choc financier, choc climatique et démographique qui suivront encore. Dépendre que d'un seul marché, régional ou national, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est s'exposer en fait à ce qu'un de ces chocs puisse balayer l'entreprise. Voilà. Et mettre en jeu sa viabilité. Donc, convaincre le chef d'entreprise d'aller à l'export, convaincre que le vrai risque, c'est plutôt de ne pas y aller, c'est aller voir le chef d'entreprise chez lui. Et là, je le dis parce que je sais que cet après-midi, vous avez beaucoup de membres de la Team France Export Bretagne avec vous. Je vous demande aujourd'hui, à la fois sur les chambres de commerce et d'industrie, sur Business France et bien sûr les conseillers du commerce extérieur de la France
et chez vous, bien sûr, avec Bretagne International et Bretagne Commerce International, je vous demande d'aller voir individuellement les chefs d'entreprise. Pas de mailing, pas de phoning, allez voir les chefs d'entreprise dans leur bureau et expliquez-leur ce que je viens de dire, c'est que ne pas aller à l'export, c'est prendre un risque. Voilà. Important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une question de souveraineté pour l'État, c'est une question de viabilité de l'entreprise dans la décennie qui vient. Et que si il est convaincu d'aller à l'export, nous lui en donnerons les moyens. Donneront les moyens à la fois humains, quand je disais investir dans l'humain et dans les territoires, investir dans l'humain, c'est mettre en place dans l'entreprise des ressources pour aller à l'export, à travers le VTE, le volontaire territorial à l'export, que nous allons créer, qui sera un peu le pendant au national du VIE que l'on connaît bien, qui partait à l'étranger, et le VTE sera chargé dans l'entreprise de penser la stratégie exportation de l'entreprise et d'organiser l'entreprise pour aller à l'export. C'est Business France qui gérera ces VTE. Nous ferons également une académie de l'export pour essayer de mettre en place un catalogue de l'ensemble des formations qui sont disponibles pour les cadres et pour les salariés de l'entreprise, pour là aussi les accompagner davantage dans leur connaissance des mécanismes de l'export. Là, c'est BPI, et je salue Nicolas Dufour, qui je crois rentre de Chine, et qui livrera certainement aussi son analyse sur ce pays fascinant. C'est donc BPI qui gérera le dispositif. Et puis, le deuxième axe de ce grand plan export, ça sera d'accompagner davantage les entreprises sur les salons et sur les plateformes. Parce qu'en réalité, la France fait rêver. Les produits français font rêver. Nous continuons à produire en France parmi les meilleurs produits du monde. Et il n'y a pas un pays dans lequel je me rends, et j'en ai fait une quarantaine depuis ma nomination l'an dernier, où les produits français ne sont pas plébiscités. Bon. Il faut aider les entreprises à faire connaître davantage leur offre, et cela dans toutes les parties du monde. Pour le faire, ce sont les salons, où nous allons donc renforcer l'accompagnement des entreprises françaises sur les salons, en portant notamment de 15 à 30% la prise en charge par l'État. Et nous allons totalement revoir la politique d'accompagnement sur les plateformes, d'abord sur les grandes plateformes type Alibaba, et puis un certain nombre de plateformes spécialisées de B2B, avec des e-vitrines sur lesquelles les entreprises françaises pourront davantage et encore mieux présenter leurs produits. Et enfin, last but not least, le troisième axe du plan, c'est travailler sur la réindustrialisation et davantage accompagner les entreprises qui se réindustrialisent pour faire en sorte en fait que ces entreprises, notamment celles qui bénéficient du plan France 2030, se calibrent tout de suite pour partir à l'international. Parce que c'est bien de produire à nouveau des microprocesseurs, du paracétamol, des batteries, c'est bien demain d'organiser en fait, que ce soit sur la biotechnologie, etc., les secteurs d'avenir de notre industrie, en implantant des entreprises ou en réimplantant des entreprises industrielles, mais il faut faire en sorte qu'elles soient calibrées non pas pour servir uniquement les besoins du marché national, mais bien pour aller d'ores et déjà dans une stratégie d'internationalisation, c'est-à-dire d'aller couvrir les besoins également d'autres pays. Ça se joue dès maintenant. C'est le volet que nous mettons en place, notamment avec le secrétaire général à l'investissement, avec les équipes de Bruno Bonnel, qui gèrent ce plan France 2030. Et donc, nous aurons tout un volet avec notamment des boosters pour les entreprises, avec un meilleur accompagnement aussi de Business France pour les entreprises qui sont bénéficiaires de France 2030. Voilà, si vous voulez, les trois axes de ce plan avec un cap qui est fixé, atteindre d'ici 2030 au moins 200 000 entreprises exportatrices à l'export et surtout faire en sorte que nous puissions revenir le plus possible à l'équilibre de nos échanges avec le monde
C'est quelque chose qui est tout à fait réaliste. On en a encore une fois les atouts. Nous avons la Team France qui est une vraie réussite sur l'ensemble du territoire avec des acteurs performants qui ont aujourd'hui tous les dispositifs pour accompagner les entreprises dans leur démarche d'internationalisation. Il faut maintenant aller plus vite, plus loin, et c'est le but de ce plan export. Voilà. En tout cas, je compte sur vous, je compte sur tous les acteurs du territoire en Bretagne pour décliner encore ce plan. J'étais l'année dernière au contact des entreprises bretonnes et j'étais vraiment agréablement surpris par leur audace, y compris d'ailleurs de la petite start-up, d'aller tout de suite dans une stratégie d'internationalisation. Je reviendrai, puisque je n'ai pas pu le faire cet après-midi, en Bretagne dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour accompagner encore davantage nos entreprises. Et en attendant, je compte sur vous, puisque vous êtes les relais de terrain et vous êtes les d'internationalisation de nos entreprises. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Nous allons continuer en approfondissant sur donc, différents sujets, industrialisation, réindustrialisation, pardon, digitalisation, décarbonation et compétences export. 4 points un peu que vous avez évoqués. On va essayer de les approfondir avec mes partenaires sur ce plateau. D'abord, réindustrialisation. Nicolas, vous avez écrit un bouquin qui parle sur la désindustrialisation. Vous êtes en première ligne de la réindustrialisation. C'est un peu devenu un mot valise où on met beaucoup de choses dedans. Ça va forcément se faire sous contraintes budgétaires, financières, énergétiques, ressources humaines et foncières. Et donc, il faut faire quel choix? Il faut aller vers quelles industries? Les industries nouvelles et les crantées, les industries qu'on avait délocalisées pour les faire revenir, des industries qui sont faiblement énergivores. C'est quoi votre vision de cette stratégie de réindustrialisation, pardon? Alors, merci de poser la question dans ces thèmes-là, parce qu'effectivement, ça peut beaucoup impressionner. Je pense qu'il faut se dire que l'industrialisation de la France a toujours été réalisée dans des contextes où il y avait des vents contraires énormes. C'est pas nouveau. Donc on va pas essayer de se faire un peu plus peur qu'auparavant. On va surmonter les obstacles que vous dites. On va le faire habilement, comme on sait le faire en France d'ailleurs. Grosso modo, la réindustrialisation, c'est 3 grands chapitres. C'est des grandes cathédrales. Ça, il faut énormément d'argent public pour réinstaller des gigafactories en France. Donc, c'est la gigafactory de semi-conducteurs qui va doubler la capacité de Crolles à Grenoble pour rester microélectronique avec GlobalFoundries. C'est la factory nouvelle pour Soitec, d'ailleurs, qui travaille également dans la filière de semi-conducteurs. C'est la factory qu'on est en train de faire monter avec Aledia pour faire des micro-LED, toujours dans la vallée de Grenoble. Et c'est les gigafactories de batteries, c'est les gigafactories d'électrolyseurs, j'en passe. Donc ça, c'est les cathédrales. Cathédrales qui supposent, et c'est ça le miracle du moment, c'est que les contraintes budgétaires européennes nous ont permis de lancer France 2030. France 2030, on aurait bien aimé le lancer en 2005, quand c'était nécessaire. Mais en 2005, c'était impossible idéologiquement. Aujourd'hui, c'est possible. Donc on peut financer des grandes cathédrales qui, à elles seules, vont représenter quelque chose en commerce international. Puisque si vous prenez ne serait-ce que l'extension de Crolles, seulement l'extension de Crolles, elle permettra d'exporter 4 milliards d'euros par an. À elle seule, imaginez le nombre de PME qu'il faut mettre en batterie pour exporter 4 milliards par an. Donc, sachant que, par exemple, le déficit commercial avec l'Allemagne, il est de 17 milliards. C'est ça la proportion. Donc, il faut des cathédrales. Et les cathédrales, c'est des milliards d'euros d'argent public. Bon, on va se le dire entre nous, l'argent public, c'est de la dette, donc c'est nos petits-enfants qui payent. Jamais, jamais, jamais oublié. Mais il le faut. Ensuite, il faut des start-up industrielles qui sont, en fait, ni plus ni moins que l'atterrissage dans l'économie française de la science française. La science française, elle est abondante, reconnue dans le monde entier. On est un petit pays, mais d'une profondeur extrême, avec 75 universités scientifiques. Et donc, il faut que cette science atterrisse dans l'économie, et pas seulement en licence à des groupes étrangers. D'où les objectifs de la Banque publique d'investissement, de l'État, qui consiste à dire on va faire 500 startups deep tech par an. Aujourd'hui, on est à 380. Et ça monte tous les jours. Et parmi ces startups deep tech, il y en a, mettons, un tiers, peut-être même la moitié, qui vont devenir des startups industrielles, puisqu'il faudra produire ce qu'on a inventé. Il faudra monter des usines qui seront nativement décarbonées et qui seront en général pas des gigafactories. Parfois, c'est le cas, pour les Aledia. Aledia, ça va être une très grande usine, mais ça peut être des usines de taille intermédiaire pour des produits qui sont des produits ultra technologiques, de niche, qui sont, au fond, le top du top de la qualité mondiale sur des choses pas forcément super sexy. C'est le modèle suisse.
ou modèle allemand. Et ça, on peut le faire, absolument. Ce n'est pas des usines qui vont consommer énormément d'énergie. Hein. Ce n'est pas des usines qui vont nécessiter énormément de foncier. En revanche, là, vous avez raison, elles vont nécessiter de la main-d'œuvre. Elles sont très robotisées, certes. Bon, enfin, il faudra quand même beaucoup d'ingénieurs dans les bureaux des méthodes. Hein. Et donc, on a ça, au fond, de tous les vents contraires que vous citez, comme d'habitude, le vent le plus difficile, c'est le vent humain. Hein. Et donc, bon, je ne veux pas refaire le commentaire qu'a fait Nicolas Goldberg tout à l'heure, mais on a un sujet sur l'immigration de compétences. On a clairement un sujet sur l'immigration de compétences. Entre ces deux extrêmes, il y a la French Fab, c'est-à-dire les PME des territoires. Toute la tradition industrielle des PME des territoires dans les territoires d'industrie français. Donc ça, c'est des milliers de PME et de TI industriels, on va dire 5000, qui doivent et qui font, grosso modo, progressivement, le job de réinjecter de l'innovation dans leurs produits, de faire de l'éco-conception, de faire leurs extensions. En général, elles ont quand même un peu de foncier à côté. Elles ont le problème humain. Elles ont, je pense, pas trop le problème financier, au moins dans un premier temps. Hein. Et elles ont, là, je fais le passage avec les commentaires d'Olivier, hein. Pour une partie encore importante d'entre elles, on va se le dire, un gros problème d'explosion à la mondialisation. Hein. En fait, moi je pense qu'on n'est pas du tout en démondialisation, la France. La France, au contraire, doit se mettre en tête qu'elle doit se projeter vers plus de mondialisation. Elle doit plus exporter. Il y a quand même une grosse moitié de l'économie française qui a continué trop longtemps de penser qu'il n'était pas nécessaire de se bouger. Or, ce modèle est devenu impossible pour nous. Il faut, enfin, c'est comme une entreprise. La France doit gagner de l'argent, quoi. Elle doit gagner de l'argent pour financer ses déficits, son modèle, etc. Et cet argent, il faut le gagner en projection comme les Italiens à l'export. Donc il doit devenir, au fond, du point de vue du jugement social qu'on se porte les uns sur les autres, impossible pour une PME industrielle de ne pas avoir lancé une stratégie d'export ambitieuse. C'est clair que la reconnaissance sociale, c'est un facteur effectivement qui nous différencie de certains autres pays où si tu n'exportes pas, tu n'es rien. Ici, si tu exportes, tu peux représenter un risque. La lecture par l'écosystème économique parfois est un peu différente selon les pays. En tout cas, entre la France et l'Italie, c'est très marqué. Nicolas, juste en quelques mots, vous dites parfois que pour se réindustrialiser, il va falloir adopter l'attitude des pays émergents. C'est quoi l'attitude ou la stratégie des pays émergents que la France pourrait adopter pour se réindustrialiser plus vite, plus efficacement? Non, mais c'est vrai que j'ai dit ça en juillet dernier aux rencontres d'Aix. En fait, c'est toujours pareil, comme dans une entreprise. Il faut d'abord modifier l'imaginaire. Donc, pour que les gens comprennent à quel point on est tombé bas dans un certain nombre de secteurs, eh ben on va leur dire qu'on est un pays émergent. Et je vous assure que ça a fait splash quand on dit ça. Les gens se disent, putain, il a dit qu'on était un pays émergent. Ben oui, dans les batteries, on est un pays émergent. Vous allez dans les usines, il n'y a que des machines chinoises. Comme les modes d'emploi sont en chinois, ben il y a des opérateurs chinois. C'est ça un pays émergent, c'est un pays qui se réindustrialise de la base, quoi. Et donc qui importe tout, y compris le savoir-faire. Quand les Chinois nous ont pris nos technos, ils nous ont pris nos techniciens aussi qu'on a envoyés là-bas. La filière textile française, on a vendu les machines et les techniciens capables de faire marcher ces machines. Ben maintenant, c'est l'inverse. Et donc ensuite, il y a un playbook de pays émergents, souverains et orgueilleux. Le playbook, c'est on fait des JV, on impose des transferts de technologie, on met des barrières douanières et on fait ce qu'il faut pour rebâtir et permettre aux entrepreneurs d'avoir un level playing field à peu près correct, quoi, hein. Et donc ces instruments-là, qui sont obligation d'avoir du capital national, donc c'est la BPI, quand il y a un investissement, obligation de transfert de technologie, contrepartie nationale, barrière douanière. Barrière douanière, regardez, pourquoi est-ce qu'il y a tant de constructeurs de vélos électriques en Europe aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'on a monté les barrières. La conséquence est immédiate. Vous protégez, tout d'un coup, foisonne comme sans fleurs, quantité de PME industrielles sur le territoire français, mais allemand, mais partout, hein. Et on en parlait tout à l'heure avec un entrepreneur qui est dans les cuves pour la bière en inox. Bon, ben, on vient de remonter les barrières douanières sur l'inox. Ça change tout pour lui, absolument tout pour lui. Sinon, il était cuit, il était dévoré par le dumping chinois, hein. Donc, une mentalité de pays émergent, c'est une mentalité guerrière. C'est ça que je veux dire.
Alors, une des révolutions qui nous a tous transformés depuis 20 ans, c'est la révolution digitale. Elle a transformé nos vies quotidiennes, économiques, mais aussi beaucoup l'exportation et le commerce international. Elle a transformé la manière dont on fait de la promotion de ces produits, dont on fait du marketing, de la communication, dont on fait aussi de la vente, ou en tout cas dans la distribution. Laurent Saint-Martin, votre agence, elle accompagne les entreprises dans leur marketing et dans leur vente sur les marchés. Comment vous percevez, comment est-ce qu'on peut utiliser cette révolution pour... qui rebat les cartes, hein. Donc ceux qui savent l'utiliser gagnent des parts de marché, ceux qui ne savent pas l'utiliser perdent des parts de marché. Comment est-ce qu'on peut revenir dans le jeu, justement dans cette révolution digitale du commerce international? Alors bonjour à toutes et tous. D'abord, Business France n'accompagne pas le marketing et la vente. Business France, c'est d'abord un connecteur de business. C'est d'abord le branchement opérationnel, concret, qui fait résulter du chiffre d'affaires entre l'exportateur français, il nous en faut plus, et l'importateur étranger. Je vais parler du digital, bien sûr, juste pour dire, en total accord avec tout ce qu'a dit Nicolas, qu'on oublie trop souvent que les investissements étrangers en France sont aussi une des réponses clés, non seulement à la réindustrialisation, mais de fait à l'export. 30% de l'export français directement lié à nos investissements internationaux. Donc, ce travail dans les deux sens, l'invest, l'attractivité et l'export, doit absolument être pensé en commun quand on parle de réindustrialisation. Et de fait, mais ça maintenant je crois que beaucoup en sont conscients, et Nicolas a fait un travail depuis des années là-dessus, la corrélation linéaire entre réindustrialisation et regain à l'export et diminution de notre déficit commercial structurel est immédiat. Il est immédiat. Donc France 2030 est une réponse, tout ce qu'a dit Nicolas est extrêmement important. C'est-à-dire que tout ce qu'Olivier Becht a cité à très juste titre, avec les partenaires de la TFE, avec BCI que je salue, avec les CCE, avec BPI, n'existera pas complètement sans la réindustrialisation. Nous ne serons jamais qu'un accélérateur de mouvement qui doit absolument être propulsé en amont par la réindustrialisation. En gros, c'est la condition sine qua non au regain de l'export que l'on souhaite tous. Alors sur le digital, là aussi, la corrélation et la comparaison sont d'ailleurs intéressantes. Ça ne remplacera pas l'export. Et il ne faut pas que ça remplace l'export. Mais ça peut l'augmenter. Donc dans le plan Oser l'export qu'a présenté Olivier Becht, vous avez effectivement des nouvelles mesures. Parce que ce qu'il faut, c'est faire de l'incitation, notamment financière, mais aussi organisationnelle, pour que plus de PME dans tous les territoires exportent. On va y revenir. Il y a une vraie grande cause nationale économique française qui est l'export aujourd'hui. C'est la dernière brique sur laquelle la France n'est pas au niveau où elle doit être. Donc nous devons, après avoir été un pays redevenu plus compétitif, redevenu plus attractif, redevenir un pays qui sait exporter. Et donc il nous faut une nouvelle palette d'outils qui vient compléter l'existant. L'accompagnement humain, qui est quand même l'essentiel de la réussite à l'export, doit être complété effectivement par une gamme d'accompagnement digital. Olivier l'a bien cité, ça va dans les deux sens. Les e-vitrines, il y aura un nouveau nom en 2024, mais qui sont finalement la façon de présenter à l'international le Made by France. En gros, quelles sont nos pépites technologiques, quels sont les beaux produits que l'on sait vendre particulièrement à l'international. Et ça, c'est hyper concret parce que ça existe déjà depuis quelques mois, quelques années. On a commencé en fait pendant le Covid. Cet après-midi, je vais voir l'entreprise SIL que chacun ici connaît. L'entreprise SIL, pendant la crise Covid, elle a rencontré et connecté avec un importateur australien pour son beurre par la e-vitrine. Donc c'est concret, c'est du contrat. Et derrière ce contrat australien a permis lui-même de générer dans la zone un certain nombre de contacts business aussi fructueux. Dans l'autre sens, il faut porter plus de PME sur les marketplaces. Les marketplaces, c'est complexe, mais en fait, c'est une jungle extrêmement efficace de connexion business. C'est sectorisé, c'est très B2B, et c'est un très grand nombre de plateformes que la grande majorité des personnes ne connaissent pas, mais qui sont d'une efficacité redoutable. Donc là aussi, on n'est pas en avance, c'est un euphémisme, et il faut absolument qu'on rattrape ce retard. Comment on fait concrètement? Business France va acheter des corners français sur ces grandes marketplaces et les revend à la découpe à nos PME françaises, évidemment beaucoup moins cher que ce qu'elles feraient si elles le négociaient individuellement. Bref, on a un accélérateur et un pass et un coup-de-fil sur ces plateformes extrêmement efficaces. Mais là encore, ne croyons pas et ne laissons pas penser aux PME françaises qu'elles peuvent faire du e-export à la place de l'export. C'est pas vrai. C'est une stratégie d'ensemble et souvent, elle vient compléter et augmenter une stratégie à l'export qui, de toute façon, doit être pensée, diagnostiquée avec la Team France Export et qui passe de toute façon aussi par le contact humain et qui passe de toute façon par de la projection à l'international. Donc, c'est une clé.
C'est une augmentation de l'export, c'est un accélérateur de l'export. Et quand on dit qu'il y a 120-125 000 entreprises exportatrices en France il y a à peu près 10 ans et qu'on en est à 150 000, oui, le digital a aussi été évidemment une des causes de cette accélération. Et si on veut atteindre les 200 000 entreprises exportatrices en 2030, il nous faudra aussi passer évidemment par une accélération sur les outils digitaux. Un dernier mot, puisqu'on parle de digital, pour toujours rappeler aussi que le digital, c'est pas seulement se mettre sur des plateformes, c'est se mettre soi-même à niveau. Et là aussi, on a un vrai challenge, très pratico-pratique là encore, d'avoir des sites internet dans nos PME industrielles en région, d'avoir des sites internet en anglais, d'avoir bref des vitrines pour que l'ensemble des acheteurs internationaux puissent venir bien comprendre les produits, comment ils sont fabriqués, comment ils sont vendus. Et si l'accélération du e-export peut aussi être une occasion, notamment par l'Académie de l'export que BPI France va développer, être un outil pour accélérer une certaine mise à niveau des sites internet de nos PME, eh ben, ce n'est pas accessoire, c'est au contraire extrêmement concret, c'est juste la première chose que vous montrez quand vous êtes à l'international. Merci. Alors il y a une autre révolution, je vais enchaîner directement, c'est la révolution environnementale qui vient impacter la transformation du commerce international. Concrètement, la question est de savoir combien de carbone vous émettez, combien de biodiversité vous devez détruire, combien d'eau vous devez consommer pour fabriquer votre produit. Ça, c'est un élément qui commence à bien rentrer, bien sûr, dans la stratégie des entreprises, mais qui commence à devenir un facteur de segmentation et d'accès ou de rejet des marchés au niveau du commerce international. Nicolas, vous avez rebaptisé la banque BPI Banque du Climat. Comment est-ce que vous analysez ou comment est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de cette préoccupation environnementale dans le commerce international? Comment est-ce qu'il va transformer le commerce international dans les années à venir? Ou comment il le transforme déjà d'ailleurs? Je pense que les flux vont continuer d'être massifs et en très forte croissance. Il n'y a qu'à regarder les trajectoires du transport et du fret aérien aujourd'hui. C'était tout à fait impressionnant. Augustin de Romanet avait l'occasion de le dire l'autre jour à la REF. Et sur le transport maritime, on est actionnaire de CMA-CGM, vous savez. Et donc on voit bien les évolutions. Je n'arrive pas à croire qu'on est dans une planète qui va réduire les échanges mondiaux physiques. Donc je pense que ça va continuer de croître. Par conséquent, il faut du transport décarboné. Bon, CMA fait le choix du GNL. Ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le monde du vélique, donc des cargos à voile. Il y a toute la question du carburant aérien. À la fin des fins, la techno nous permettra de trouver des solutions qui seront, je pense, compatibles avec l'augmentation des flux de transport. Pour ce qui est de la France, il y a une réalité paradoxale, c'est que la désindustrialisation des années 2000, elle s'est faite parce que la plupart des grands groupes français ont installé des capacités de production à l'étranger. Et donc l'industrie française, c'est l'industrie au monde qui a le plus de salariés à l'étranger en proportion des salariés qu'elle a gardés dans le pays d'origine. Elle a pratiquement 3 fois à l'étranger ce qu'elle a en France, alors que les Italiens ont 1,4 fois, les Allemands 1,5 fois, les Espagnols 1,6 fois peut-être. Nous, c'est 2 fois plus. Et du coup, nos grands groupes ont moins à transporter puisqu'ils ont fait l'investissement. Ils ont un challenge de moins, pour une fois, par rapport à ceux de leurs concurrents qui sont les concurrents européens. Voilà ce que je peux dire. Sinon, évidemment, avec l'État qui est ici présent, Finater, on travaille sur des produits qui sont des produits de garantie verts au service de nos exportateurs, et donc ils leur donnent un intérêt à exporter des éléments de chaîne de valeur qui sont climato-compatibles. Et on aura l'occasion de s'expliquer sur le sujet, mais c'est de plus en plus important. Et puis enfin, pour terminer, il y a dans la gamme des produits sur compte État un produit qui est fondamental pour la réindustrialisation qui s'appelle la garantie de projet stratégique. C'est la GPS, pour retenir, qui consiste à permettre à l'État de garantir à 80% des investissements importants en France, on va dire plutôt dans la catégorie des cathédrales, mais pas seulement, ça peut descendre, d'entreprises qui elles-mêmes vont exporter ensuite, pour peu qu'elles soient nativement décarbonées. Donc c'est très vertueux ça, c'est-à-dire qu'on dérisque l'argent privé, parce qu'on ne fera pas la réindustrialisation si on ne dérisque pas l'argent privé pour partie. Il y a du capital public, mais je vous rassure, on ne va pas nationaliser l'économie française. Et donc il faut qu'on ait des co-investisseurs, il faut qu'on ait des co-banquiers. Or, aujourd'hui, pour mettre des volumes de capitaux significatifs dans les factories, les nouvelles, les gigas ou pas gigas, je vous assure que c'est difficile si les banques ou les fonds d'investissement ne sont pas garantis.
Donc et par conséquent, il va y avoir de la garantie publique. Et à cette occasion, l'État peut pousser une politique verte, c'est-à-dire la garantie très bien, à condition que vos usines soient nativement décarbonées, que vos exportations soient elles-mêmes conçues dans des flux qui sont autant que possible décarbonés, etc. etc. En fait, oui, le transport, souvent, dans un produit qui est exporté, c'est 10% des émissions carbone. En fait, l'essentiel de l'émission carbone, c'est à la production. Et sur ce point, en France, on a quelques avantages compétitifs. Cette compétitivité carbone, Laurent Saint-Martin, vous la percevez comme importante dans les années à venir pour la vente à l'export, pour le succès à l'export? Ça a déjà commencé. La grande révolution, en fait, que connaît notre pays, c'est qu'enfin, la France se respécialise dans le monde. La France est visible dans le monde par l'industrie verte. Et on n'en est qu'au début. France 2030 est une réponse avec des moyens d'investissement de 54 milliards. C'est beaucoup à l'échelle du pays, mais surtout la spécialisation et la volonté de présenter la France à l'international comme étant pionnière à la fois sur la réindus, mais aussi sur la décarbonation de l'industrie, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Et ça fait mouche. Moi, je le vois avec les équipes de Business France à l'étranger, l'image de la France dans le monde change exactement dans cette direction-là. Donc ça devient un avantage comparatif, compétitif. C'est pas anodin si à la dernière édition de Choose France, c'est beaucoup d'industries à vocation de décarbonation globale de l'industrie, que c'est la vallée de la batterie à Dunkerque qui se poursuit en termes de chaîne de valeur à venir attirer. C'est pas anodin si aujourd'hui on a autant de projets d'hydrogène qui viennent sur notre territoire. Tout ça, c'est aussi parce que le phare de l'industrie verte français projette dans le monde et ça marche. Et ça marche. Et ça, il faut quand même reconnaître un cap et un choix industriel qui n'avait pas été fait depuis des décennies dans notre pays et qui est fait depuis maintenant plusieurs années, qui a été accéléré au lendemain du Covid, il faut le reconnaître. C'est d'abord le plan de relance qui a vraiment mis le cap sur la décarbonation de l'industrie et puis France 2030 a pris le relais en changeant complètement d'échelle, à la fois dans la méthode, dans la manière, et puis avec les outils et les opérateurs publics que sont évidemment BPI France, Business France et tous ceux que vous connaissez qui se sont mis au diapason là-dessus. Et c'est pas pour rien que Olivier Becht présente à travers Oser l'export une connotation aussi importante pour France 2030. C'est parce qu'on doit inscrire à l'international notre propre stratégie de réindustrialisation et de décarbonation de l'industrie. Donc pour vous répondre, oui, ça va devenir un vrai champ de spécialité. On n'est pas les seuls à jouer dans cette compétition, mais on est déjà vu comme pionnier et comme pays, demain, je l'espère, comme continent, qui soit capable justement d'attirer les meilleurs investissements mondiaux sur ces sujets-là. Je vais revenir sur les ressources humaines en conclusion, c'est le sujet, c'est le nerf de la guerre. On a besoin, vu la complexité des sujets, l'export d'il y a 20 ans et l'export d'aujourd'hui, j'en parlais avec un patron d'ETI, il a 25-30 personnes dans son équipe export, il me dit les compétences que j'avais dans mon équipe export il y a 25 ans et celles que j'ai aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes. J'ai plus du tout besoin des mêmes personnes, des mêmes mix, j'ai besoin de beaucoup plus de technologie, beaucoup plus d'IT, beaucoup plus de créativité. Et donc c'est différent, toute mon organisation est différente. Ça veut dire former des gens à la gestion de la complexité. Maintenant, il y a la décarbonation qui vient rajouter de la complexité, à la digitalisation qui a déjà créé des compétences un peu spécifiques. Et donc tout ça fait qu'il y a une certaine dynamique de compétences à créer, à alimenter. Alors, une grande partie de la compétence export française, ce sont les VIE. Parce que quand on regarde la communauté française du commerce international, même si je crois que les VIE c'est 7 000 par an, 7 à 10 000 par an, 10 000 par an, si vous consolidez dans le temps, ça fait 200 000, probablement 250 000 personnes qui contribuent ou qui ont en tout cas une culture export qu'ils ont acquise à travers cette expérience. Et donc ils font en fait la colonne vertébrale de l'exportation. On dit souvent pour rigoler que tu commences VIE et après tu continues comme CCE. Donc c'est un peu le parcours export français, c'est junior t'es VIE et quand tu deviens plus calé, tu deviens CCE. Donc ça c'est les éléments structurants de la population, c'est la sociologie même carrément de l'exportation française. Ce sont des dispositifs qui attirent des talents qui n'avaient pas une trajectoire export au départ, ce sont des ingénieurs, des universitaires, des commerciaux, mais qui n'avaient pas forcément envie de faire de l'export quand ils ont démarré leurs études, mais que le VIE attire vers le... Et ça, c'est très très important. Je crois qu'il y a un peu un élément nouveau, peut-être vous pourrez développer un peu comment le VIE et le VTE évoluent, parce que je pense que c'est vraiment très important qu'on arrive à continuer à attirer des talents, et de plus en plus, parce qu'on en a besoin dans la filière export pour réussir, quoi. D'abord, notez qu'on est revenu au niveau du nombre de départs en VIE d'avant-crise. On l'a même redépassé. Moi, j'étais resté sur 10 000, 7 000, mais donc redis 000, d'accord. Okay. Évidemment, il y a eu, chacun le comprendra, un vrai creux pendant la crise Covid qu'on a dépassé.
Et bravo et vraiment merci à toutes les entreprises qui reprennent aujourd'hui des VIE et qui comprennent à quel point c'est bon pour elles et à quel point c'est bon pour les jeunes. Il fallait réamorcer la pompe et tout le monde a joué le jeu. Là, pour le coup, grands comptes, ETI, PME, TPE, start-up, tout le monde utilise le VIE. Alors oui, il faut continuer à le booster. D'abord en le faisant mieux connaître. Nous, Business France, on a une responsabilité en tant que gestionnaire du VIE. Il faut qu'on communique davantage auprès des jeunes sur l'opportunité que ça représente, mais aussi auprès des employeurs et des entreprises. Tous ceux qui sont dans la salle, qui sont chefs d'entreprise, qui n'ont pas de VIE, doivent avoir un VIE. Personne ne peut être perdant à avoir un VIE, que ce soit financièrement, que ce soit en apprentissage, que ce soit en capacité à former des talents qu'après vous gardez au sein de l'entreprise. On va essayer de diversifier les profils à travers le plan export. On va aussi aller chercher peut-être des profils qui n'ont pas naturellement accès à l'international. Je pense notamment aux jeunes quartiers prioritaires de la ville. Mais il faut aussi aller penser à toutes les entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas encore à l'export. Et ça, c'est le nouvel outil du volontaire territorial à l'export. Et ça vient compléter finalement la démarche d'accompagnement RH par l'État auprès des entreprises. Donc le VTE, c'est vraiment staffé à côté du chef d'entreprise, un peu de la même manière que les VTE existent déjà avec BPI France, notamment pour l'industrie ou pour le climat. Eh bien là, nous le faisons pour l'international. Nous sommes aux côtés des patrons de PME qui souvent ont un déficit de temps, de staff, d'investissement à l'export. Et donc, il leur faut un Jiminy Cricket en permanence à côté d'eux pour leur dire l'export, c'est essentiel à la survie de ta PME. Donc, le VTE, il va servir à ça. Un dernier petit mot, puisque vous faites le parallèle avec les CCE. Si on parle de compétences, effectivement, je voudrais terminer en disant que nous sommes dans un pays qui est pétri de compétences à l'international pour accompagner les boîtes. Il y a nous, opérateurs publics, régionaux, mais il y a surtout des hommes et des femmes qui connaissent ça mieux que personne. Donc, se lancer à l'export, oser l'export, c'est jamais être seul. Les CCE, combien vous êtes déjà, Sophie? À chaque fois, j'oublie toujours le nombre. 4500 CCE partout dans le monde, qui ont une expérience incroyable dans des filières, dans des industries, dans des services, qui sont à la disposition, bénévolement, faut-il le rappeler, des entreprises qui se projettent à l'international pour être conseillées. Vous avez les chambres de commerce aussi à l'international. Vous avez des formidables communautés comme la French Tech, par exemple, du monde dans la communauté française à l'étranger, il y en a. Il y en a pour accompagner, il y en a pour dérisquer. Il y a aussi, vous le savez mieux que nous, les OSCI, qui sont ces structures d'accompagnement privé, qui accompagnent également les entreprises et qui connaissent parfaitement bien les destinations. Bref, vous vivez et vous êtes chef d'entreprise dans un pays où il y a du savoir-faire. Maintenant, il faut mieux le faire savoir. Et donc, aujourd'hui, vous n'avez pas de raison de dire que vous ne pouvez pas être accompagné et dérisqué, justement, pour oser l'export. En tout cas, c'est bien la philosophie du plan qu'a présenté le ministre. Nicolas Dufour, quand vous avez organisé BPI, vous avez organisé un pôle conseil, ce qui est un peu singulier dans une banque, pas hyper classique. Vous avez créé du conseil avec des consultants, vous avez créé des conseils avec des accélérateurs, donc entre pairs. Qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce que vous voulez faire dans les années à venir pour apporter plus de compétences aux entreprises que vous accompagnez? En fait, notamment à l'export, évidemment. Pardon d'être personnel, mais je suis arrivé pour faire la BPI en provenance d'un grand cabinet de conseil qui s'appelait Capgemini. Et ayant été entrepreneur moi-même très très longtemps avant, au fond, il ne m'a pas échappé que le sujet central, c'était quand même la solitude de l'entrepreneur. La solitude du patron, de la patronne de PME, la solitude du start-upper, etc. Et donc, alors on a commencé par faire des incubateurs de start-up, évidemment. Et puis très vite, on s'est dit, mais ce qui est valable pour la start-up, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les patrons de PME et pour les patrons d'ETI, après tout, hein. Et c'est ce qu'on a lancé, qui s'appelle les accélérateurs. Les accélérateurs, certains d'entre vous l'ont fait, j'imagine, ici dans cette salle. C'est vraiment peut-être la sauce secrète de BPI France aujourd'hui, on va dire, hein, parce que le saut de performance des entreprises qui sont passées dans ces programmes est absolument incontestable et il est vraiment important. Il y a un effet collectif, évidemment, puisque c'est des promos de 20 patrons, patronnes qui échangent, qui se benchmarkent, qui se regardent et qui ensuite sont dans la course à l'échalote du défi, en fait, et de l'ambition, qui restent en contact les uns avec les autres ensuite, se donnent des conseils. Et c'est sectorisé par secteur ou pas. D'ailleurs, ça peut être généraliste, ça peut être thématique. Donc, on fait des accélérateurs internationaux avec Laurent, qui marchent très bien, qui sont fondamentaux. On réfléchissait tout à l'heure à faire un accélérateur pour la transmission, parce qu'il y a quantité de patrons qui se posent la même question au même moment sur la complexité de la transmission aux enfants ou aux salariés, d'ailleurs, ou à des fondations. Bref, donc on fait ça. Cette année, 1000 entreprises vont rentrer dans nos accélérateurs. Donc, c'est plus qu'à l'échelle, hein. Donc, il y a les accélérateurs. Et puis, il y a également les missions de conseil SPOT. On en fait maintenant 5000 par an. Donc, on est devenu effectivement un très grand cabinet de conseil qui n'existait pas au PME ETI et le plus gros, au fond,
programmes d'executive education pour cette catégorie de patrons en Europe, puisque ça n'existe pas ailleurs. Il y a de l'executive education, il y en a énormément pour les cadres dirigeants de grands groupes qui sont déjà très gâtés. Mais il n'y avait rien pour les patrons de PME avant. Voilà. Donc ce ne sont pas des consultants recrutés par BPI France. On n'a pas voulu ça. Ce sont des freelances qui travaillent pour nous. Donc on a un vivier qui est maintenant, et dans lequel il y aura de plus en plus de consultants climat, évidemment, de bureaux d'études, etc. Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 consultants dans notre vivier. Et l'entrepreneur, il faut vraiment se mettre ça en tête maintenant en France, c'est qu'il est plus possible d'être seul. Par ailleurs, pour ce qui est de l'export, combien de fois j'ai entendu les entrepreneurs me dire c'est moins risqué d'aller à l'export. Tellement on est couvert à tous les maillons par des dispositifs de garantie, de suivi, etc., etc. Donc à la fin des fins, c'est dans les tripes. Et là, tu peux nous aider aussi dans ta campagne. Merci beaucoup. Alors, je termine sur le VTE. Ce qui se passe là, merci vraiment Olivier, parce que ce que tu annonces, on en a rêvé depuis le début, depuis des années. L'idée que on puisse finalement financer une ressource d'intelligence d'un jeune d'une école des territoires dans une PME des territoires sans obligation de partir immédiatement à l'étranger. Donc ça, c'était un des chaînons manquants fondamentaux pour la relance de l'export, pour toutes ces PME qui ont encore peur. On va commencer par leur mettre quelqu'un qui ne va pas partir, qui va d'abord être là. Ça, c'est quelque chose qu'on avait proposé déjà en 2014-2015. Et enfin, c'est advenu. De sorte que pour les entrepreneurs qui sont ici dans cette salle, maintenant, il y a 3 VTE, plus ou moins avantageux d'ailleurs. C'est Laurent qui a le mieux négocié, enfin, c'est donc Olivier qui a le mieux négocié avec Bercy, puisque le VTE export, c'est 12 000 €. Le VTE vert, c'est 8 000. Et le VTE généraliste, celui qui va juste apporter son intelligence et sa vivacité et sa jeunesse aux patrons de PME, c'est une subvention de 4 000 €. Voilà. Comme ça, vous avez toute la gamme. Si je résume, on a un plan de réindustrialisation, on a des actions pour faire du rattrapage dans la digitalisation pour le commerce international, on a un sillon à creuser dans la décarbonation et on a des actions pour augmenter les compétences. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut aller de l'avant et gagner? Je vous laisse le mot pour la conclusion. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, moi je pense que nous avons, et je le dis depuis assez longtemps, on a vraiment tous les outils de la gamme sur la table pour réussir. On vient vraiment avec le VTE, avec les salons, avec l'accompagnement sur les plateformes, rajouter les quelques trous qu'on avait encore dans la raquette et venir les combler. Bon. Mais ça ne remplacera pas, et si vous voulez, le mot de la fin, il doit quand même être là-dessus, ça ne remplacera pas la décision du chef d'entreprise de partir à l'export. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, parce que beaucoup de gens nous ont dit, c'est un plan de 125 millions. Bon, pourquoi est-ce que c'est pas un plan de 10 milliards? On a 164 milliards de déficit. Je dis oui, mais on peut mettre 164 milliards d'euros sur la table si le patron d'entreprise n'est pas lui-même convaincu que aujourd'hui, aller à l'export, ce n'est pas un risque, c'est au contraire une opportunité, voire même une nécessité pour survivre dans le monde de choc dans lequel nous sommes aujourd'hui engagés, eh bien, il ne se passera rien. Voilà. Il ne se passera rien, ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est d'abord une question d'état d'esprit et donc d'humain, et ça se passe dans l'entreprise elle-même. Donc, le VTE est un outil, mais il ne remplace pas, soyons clairs, la démarche que nous devons faire proactive, et c'est pour ça que c'est un appel que je passe dans tous les territoires à chacun, aux équipes de Bretagne Commerce International, aux équipes de Business France, aux conseillers du commerce extérieur de la France, etc. Allez voir les chefs d'entreprise dans leur bureau et dites-leur, transmettez-leur ce message. Aujourd'hui, on est obligé, dans le monde dans lequel on est, de mutualiser son risque. Il faut donc une stratégie à l'international. C'est bon pour la nation, c'est bon pour la souveraineté française et c'est surtout bon pour l'entreprise elle-même. Voilà. C'est ça le déclic. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a une culture presque innée de l'international parce que c'est une question de survie.
parce que si on ne va pas commercer, eh bien, on n'a tout simplement pas de ressources qui rentrent dans le territoire, et donc on ne peut pas payer souvent les importations dont on a besoin, parfois dans certains pays, pour tout simplement pour manger, hein, parce que le territoire ne produit pas assez de nourriture. Nous avons eu la chance en France d'être gâtés par la géographie et en quelque sorte par le climat qui nous a permis d'avoir presque toujours une autosuffisance alimentaire. Du coup, on n'a pas été face à cette impérativité de commerce international. Voilà, on n'a pas cette même culture de l'export telle qu'on a pu l'avoir dans d'autres pays. Néanmoins, nous en avons tous les atouts, on en a tous les moyens avec les... Je remercie Laurent Saint-Martin avec les dispositifs financiers de la BPI. Je remercie Nicolas Dufourc, ainsi que, évidemment, avec nos conseillers du commerce extérieur de la France et les régions. Je suis sûr que Sophie Sidos se trouve dans la salle, ou en tout cas pas loin, puisque je l'ai vue encore hier à Lyon, où nous tenions à peu près le même exercice. Nous avons tous les outils pour réussir. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Je suis extrêmement confiant sur le fait que nous arrivions à redresser notre commerce extérieur, à retrouver un équilibre, voire un excédent de nos échanges avec le monde. Ça ne dépend en fait que de nous. À nous maintenant d'aller, entreprise après entreprise, porter cette parole-là et mettre en œuvre en fait l'ensemble des outils que nous avons pour bien accompagner les entreprises. La réussite des entreprises sera aussi la réussite de la nation. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Laurent Saint-Martin. Merci, Nicolas Dufourc. Merci à vous tous d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il vous a éclairé. Et on finit avec 5 minutes de retard, mais je ne sais pas, on va laisser la salle au suivant. Bonne continuation d'après-midi. À bientôt. Merci.